N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Nous sommes le mardi 20 novembre 2018 et si on s'en tient à la feuille de route de la CEDEAO que la CENI exécute dans exactement un mois, soit le 20 décembre 2018, les Togolais iront ou devraient se rendre aux urnes pour se choisir les députés devant siéger dans la future Assemblée nationale. Quel est le point à un mois de cette date indicative ou fixée selon les uns les autres? Nous allons en faire le point. Mais avant cela, c'est mardi et nous aurons notre traditionnel tour avec les arts, la culture, avec les événements que nous vous annoncerons et puis également quelques questions d'ordre économique. Pour parler de tout cela, nous avons en face de nous l'aristocrate Primus Doche Genou Ahlidja. Bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Vous allez bien? Je vais bien. Voilà, de la part des Togolais, c'est pas surprenant parce que tous les Togolais que je connais vont toujours très bien. Et voilà, exactement. Et c'est pas Joseph Mbouke Pati qui va me démentir. Joseph, bonjour. Oui, bonjour, grand frère Sass, bonjour aux doyens ici et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Merci de revenir dans ce studio avec un joli bébé que nous allons baptiser ensemble. Mais je continue mon tour avec le chrono que nous annoncions il y a exactement une semaine et qui nous invite à un événement en fin de semaine. Toto Patrick, bonjour. Bonjour Sasgaou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Alors Toto, votre événement c'est samedi. Ça se prépare, ça se prépare. Mais si par extraordinaire, quelqu'un décidait que votre soirée devrait avoir lieu aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà prêt? Je suis prêt depuis hier. Merci beaucoup. Eh bien, la technique, le duo Michel Kokou, Vitogbe Tomega, qui est à la console, pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne. Nous vous présentons les excuses de nos amis qui signent forfait aujourd'hui. Problème de soucis de santé pour les membres de la famille par ici. Occupation professionnelle par là. Mais ce trio que j'ai autour de moi est déjà bien armé pour nous suivre durant les 80 minutes à venir. Et comme les traditions sont faites pour être respectées, la pensée du jour. Aujourd'hui, je devrais plutôt dire les pensées du jour. Revisitons d'abord Paul Valéry, ce poète français du 19e siècle qui nous a écrit, Joseph Mbouke. Paul Valéry qui a écrit, je cite, « De tous les actes, le plus complet est celui de construire. » De tous les actes que nous posons, nous les humains, le plus complet est celui de construire plutôt. Commençons par le grand frère Primus Doche, l'aristocrate. Oui, non, il est très philosophique ici. Hein. Construire, il veut faire de nous des architectes ou se construire. Hein, le plus, c'est le plus. Je réduirais ça à se construire. Qui me fait aller voir Socrate, connais-toi toi-même. Il faut être l'architecte de son propre destin. Hein, et je crois il a tout à fait raison. C'est l'acte le plus important. Hein, se construire et construire de tous les monde actes, autour de ça. Le plus complet est celui de construire. Oui. On peut construire des cathédrales ou des mosquées. On peut construire des temples, des ponts et des chaussées. Mais également, on peut construire des nations. Un certain Alexandre le Grand. Ou bien les pères fondateurs de nos républiques en Afrique. On peut également se construire ou tout simplement planter ne serait-ce qu'un arbre avant de mourir. Et on parlera de vous après. Surtout construire des temples à la vertu. Hein? Surtout. Très, très important. Merci. Construire des temples à la vertu. À la vertu. De tous les actes que nous posons au jour le jour, le plus complet
est celui de construire. Exactement. Qu'est-ce que chacun construit en son âme et conscience? La question reste posée. Mais Primus parlait tantôt de vertu. Cela nous amène à cette deuxième pensée que nous tirons de l'œuvre de Joseph Joubert, qui a écrit, lui, Joseph, que le bon sens est de savoir ce qu'il faut faire. Le bon esprit est de savoir ce qu'il faut penser. Je reprends pour vous. Le bon sens est de savoir ce qu'il faut faire, alors que le bon esprit est de savoir ce qu'il faut penser. Oui, évidemment, Joseph a raison, évidemment, de dire cela. Parce qu'il faut quand même distinguer entre le bon esprit et le bon sens. Et chacun de nous est appelé à user de ces deux formes, ces deux capacités dans sa vie pour pouvoir arriver au résultat, pour pouvoir arriver à quoi? À construire, comme le disait tout à l'heure le doyen Valérie, voilà, et repris, expliqué par le doyen Primus. Donc, il faut arriver à construire une identité, il faut arriver à construire une personnalité de soi, et tout ça passe par ce que l'on pense. Tout ça passe par ce que nous avons comme esprit qui nous anime. Donc, je crois que l'auteur a si bien fait de nous donner cette pensée. Et à tous les Togolais, il nous faut un bon sens et il nous faut un bon esprit pour que nous puissions aller loin avec ce pays. Merci. Si nous avons un tant soit peu de bon esprit, on doit pouvoir établir un rapport entre Paul Valéry, qui nous enseigne que de tous les actes que nous posons, le plus complet est de construire, alors que Joseph Joubert, lui, nous rappelle que le bon sens est de savoir ce qu'il faut faire, mais le bon esprit est de savoir ce qu'il faut penser. On peut résumer tout cela avec, Primus, ce que nous disons communément, il y a le savoir, il y a le savoir-faire et surtout le savoir-être. Être, très important. Merci beaucoup. Toto Patrick, bonjour. Bonjour, une fois encore, Cesse. Si vous ne le saviez pas, Paul Valéry nous rappelle que de tout ce que nous faisons au jour le jour, l'acte le plus complet, c'est de construire. Alors, qu'est-ce que vous construisez pour que nous nous souvenions de vous pendant que vous êtes là et pendant que vous ne serez plus là? Mon art, ma musique. Votre art, votre musique. Viens le faire. Et c'est ce à quoi vous nous invitez en fin de semaine. Oui, ce samedi 24 novembre 2018 à l'Institut français, je célèbre ma musique, le zouk que je sais mieux faire avec mes fans. Voilà, nous en parlions il y a exactement une semaine et le confrère L'Union pour la Patrie en parle ce matin à la page de Toto Patrick et son groupe, le Sentimental Gang. Ouais. Vous nous invitez donc à cette soirée samedi prochain, 24 novembre. Et l'Union pour la Patrie écrit, je cite, que de Adjo à jalousie, en passant par vie conjugale, Luna, Madina ou encore pour te garder, le Krona Toto Patrick nous invite à un voyage unique, plein de souvenirs et d'intenses émotions. Bien sûr, c'est un concert 100% love. Quand on parle de love, moi je parle de zouk, c'est des messages d'amour qu'on va encore vivre à l'Institut français le 24 novembre à partir de 20h avec ma nouvelle formation musicale Sentimental Gang, composée de 5 musiciens et 2 choristes. Voilà, on viendra vous voir, mais vous faites les choses de façon inclusive, en symbiose avec vos confrères artistes. C'est pourquoi nous verrons 2 artistes à vos côtés samedi prochain. Ouais, 2 célébrités. Je les ai pas invités, ils se sont invités eux-mêmes. David Tayoro, c'est mon nouveau arrangeur depuis la Côte d'Ivoire. Quand il a vu l'information que je serai en concert, il m'a dit, Patrick, j'espère que je serai invité. Et puis voilà, il sera là déjà jeudi. Ce jeudi, David Tayoro sera à Lomé. Et j'ai pas les moyens, mais je crois quand même que ma musique, ce que je fais, arrive à me donner ces moyens-là. C'est une personne de bonne volonté qui est togolais, qui a acheté le billet d'avion pour David Tayoro, qui sera à Lomé. Ce monsieur, je lui dis merci, je vais taire son nom. Également, King Melson, mon grand frère m'a également appelé. Patrick, tu peux pas faire ce concert-là, je ne serai pas là. Je serai là pour te soutenir. Donc, tous ces 2 célébrités-là seront sur scène avec moi. Et voilà. Voilà, King Vincent, qu'on ne présente plus, et David Tayoro, qui sont aux côtés de Toto Patrick.
Ce sera sur la scène de l'Institut français le samedi 24 novembre. Vous insistez sur l'heure. J'insiste sur l'heure parce que vous savez, il y a le grand frère Primus qui est ici. Il faut passer par des formalités. Hein. Il faut passer par la fouille parce que si vous voulez être là pour commencer le concert avec nous à 20h, soyez là à 19h. Soyez là à 19h et je célèbre mes 4 albums, y compris le 4e qui est sorti en septembre dernier, grâce à la participation, au soutien de FAC, Fonds d'aide à la culture, qui m'a soutenu financièrement pour la réalisation de mon 4e album. Donc ce 4e album que je célèbre avec tous mes fans. Merci. Beaucoup de personnes viendront pour vous soutenir, mais vous tenez spécialement qu'une personne dans ce studio soit là à votre concert le samedi prochain. Toi, Moi. Sass, ouais. Moi. Tout le temps, chaque fois que je t'invite, tu n'es jamais là et tu trouves toujours des excuses. Mais cette fois-ci, je crois que je vais toucher la cour d'appel et je t'y amène. Si tu ne viens pas. Merci. Et comme je m'en remets toujours à Dieu, je serai là à vos côtés samedi prochain avec toute ma famille, si Dieu le veut. Dieu le voudra. Et je sais déjà que Dieu le voudra. Merci beaucoup, Toto Patrick, sur scène à l'Institut français le samedi 24 novembre prochain. Et puis une semaine après, une autre artiste, Clémentine Ayefouni, a elle aussi le 24, finalement c'est le 24, non plutôt le 30 novembre, Clémentine Ayefouni, qu'on ira également découvrir sur scène le samedi 30 novembre. Et l'Union pour la Patrie qui en parle nous dit que si nous allons à ce concert de Clémentine, nous irons jouir des voluptés d'une voix sublime, d'une voix qui n'a pas de nationalité, une voix tout simplement universelle. Toujours la culture, cette fois-ci à Agbodrafo. Agbodrafo, c'est l'écrivain Théo Ananiso qui va se rendre au lycée d'Agbodrafo pour présenter son dernier roman, Délicatessen, dont nous parlions dans ce studio. Primo s'en souvient. Ce roman qui évoque la violence envers les femmes dans un pays où sévit un environnement glauque. Une partie de la scène de ce roman se déroule justement à Porto Seguro ou à Agbodrafo. Primus, voilà un écrivain, Théo Ananiso, qui ira faire découvrir son nouveau roman aux élèves du lycée d'Agbodrafo. Oui, Théo, je l'ai connu avec mon frère Julien, quand à l'époque on avait fait les écrivains togolais de la diaspora, mais malheureusement je suis très paresseux, je n'ai pas encore eu la chance de le lire, même s'il vit dans un pays que j'aime beaucoup, l'Allemagne. Mais c'est déjà très bon, parce que depuis 1973, que l'université du Bénin, qui deviendra plus tard l'université de Lomé, a été ouverte et elle a formé des générations et des générations de littéraires. Et je vois bien que les littéraires formés, les Togolais, sont actifs. Ils veulent transmettre le flambeau à la jeunesse, à la nouvelle jeunesse, et c'est déjà bon. C'est déjà aussi très bon quand les gens se souviennent de ce village, Porto Seguro. Quand nous on était gosses, Agbodrafo n'existait pas, c'était Porto Seguro que l'on connaissait. Après la politique de l'authenticité du célébrissime Eyadema Nyasingbe a fait changer beaucoup de choses et Agbodrafo est revenu. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Je suis très paresseux à lire les écrivains togolais. Merci. Donc Théo Ananiso qui se porte au devant de ses jeunes frères et sœurs. Ils sont à Agbodrafo, ils vont discuter du roman Délicatessen, mais comme le disait tantôt Primus Kenou, Théo Ananiso, qui vit en Allemagne, est auteur de plusieurs romans, dont Un reptile par habitant, ou encore Le Sahohe, ou encore Le soleil sans se brûler, et encore un roman de Théo Ananiso, Territoire du Nord, avant le tout dernier Délicatessen. Délicatessen, c'est un mot allemand, mais qui vient du vieux français. C'est laissé dans la langue allemande par les Huguenots. Les Huguenots, c'était les protestants de l'époque chassés de la France que Frédéric II, le célèbre Friedrich de Grosse, Frédéric le Grand a accueilli à Brandebourg et à Berlin.
Et ils ont enrichi aussi la langue allemande par des expressions qui ont disparu dans la langue française, mais qui sont restées françaises dans la langue allemande, entre autres délicatesses. Merci. Voilà. Nous clôturons. Oui, Toto Patrick? S'il te plaît, je peux ajouter quelque chose. Je rappelle qu'il y a un autre événement le 25, dimanche 25. King Mensan, il sera avec moi le samedi pour la célébration de ma musique à l'Institut français. Et le dimanche 25, King Mensan va rendre hommage aux artistes togolais disparus. Les artistes qui ont marqué l'histoire de la musique togolaise comme Kojo Janka, Ita Jorias, Brigadier Ziba, Finiki et autres. Et nous allons aussi l'accompagner sur cet événement le dimanche 25 à partir de 15h. Nous pourrions y revenir d'ici la fin de la semaine, mais toujours la culture avec un événement qui fait déjà partie du paysage culturel du Togo, mais qui aurait quelques plombs dans l'aile ces derniers temps. Il s'agit du 228 T-Factor, et c'est le magazine Camarade Salut, un magazine qui traite des questions du travail, et magazine auquel travaille, collabore Joseph Mbouké. Merci pour cela. Mais Joseph Mbouké, votre magazine s'intéresse à cette manifestation, le 228 T-Factor, et vous évoquez le cri d'alarme de Roméo Combé. Qu'est-ce qui se passe autour du 228 T-Factor, Joseph? Merci beaucoup, Sas, pour cette question. 228 T-Factor est, comme vous venez de l'évoquer, une émission de télé-réalité que beaucoup de Togolais connaissent déjà et qui déjà a produit des fruits que nous avions tous vus lors de la dernière édition de The Voice Afrique francophone, où une des anciennes candidates à cette émission a remporté la victoire. Donc, cette émission qui est à sa 3e édition a actuellement quelques soucis. Donc, nous sommes approchés de soucis de quelle nature? De soucis financiers, parce que il faut le dire, 228 T-Factor, c'est une émission qui a besoin de ressources. C'est une émission, à voir l'ampleur de cette émission, à voir ce que l'émission produit pour le pays en termes culturels. Ça a besoin d'assez de moyens. Donc, nous avions rencontré le promoteur qui est Roméo Combé pour voir avec lui ce qui se passe, et que jusque-là, on n'arrive pas à arriver à la finale. Alors, il vous a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le peu que j'en sais de tels événements, soit il y a un mécène qui est en arrière-plan, qui finance, ou bien les organisateurs s'entourent de sponsors qui les assurent. Je présume que notre ami Roméo Combé sait ce qu'il fait. Alors, quel est le problème auquel le 228 Factor est confronté actuellement, et que M. Roméo Combé vous a dit? Ce qui nous a été dit, c'est que l'émission est confrontée à cette situation de non-sponsoring. Donc, ils ont besoin de sponsoring, et ces sponsors ne viennent pas. C'est vrai que l'émission a eu, avec le FAC, qui est le Fonds d'aide à la culture, une enveloppe de 2 millions, mais c'est en tout cas insignifiant selon les organisateurs par rapport au budget de l'émission. Donc, Monsieur Combé actuellement est en train de lancer son cri d'alarme pour que des bonnes volontés, pour que des mécènes puissent arriver et soutenir le projet. Parce que c'est un projet qu'il a, selon les informations, c'est un projet qu'il a soutenu de ses propres poches dès le début. Et vous savez, quand vous soutenez quelque chose de vos poches et puis ça ne marche pas, vos business aussi ne marchent pas, en tout cas comme cela devait l'être, on est souvent arrivé à bout de souffle. Donc c'est dans cette situation que se trouve actuellement le comité d'organisation de 228 T-Factor, et je crois que ce qu'il a dit dans notre magazine, ceux qui vont lire cela et ceux qui vont nous écouter ici et vont quand même s'approcher du comité. Le cri d'alarme de Roméo Combé, le promoteur de 228 Factor, c'est lié à la page 11 du magazine Camarade Salut. Mais Toto Patrick, cette mésaventure de cet événementiel n'est que l'illustration du chemin de croix
qui est celui du monde des artistes. Des artistes, évidemment. Tu sais, moi, depuis que j'ai commencé par produire des albums Zouk depuis 2004, je n'ai jamais eu de sponsoring. Des gens me disent comment tu arrives à le faire. J'aime ce que je le fais avec amour, je le fais avec foi. Même avec ou sans sponsor, je continue, je me bats toujours. Jusqu'au jour où les gens comprendront que je mérite vraiment qu'on me sponsorise. Voilà. Oui, Primus, c'est avec vous qu'on va clore le chapitre des arts de culture de ce jour. Oui, quand je vois Toto Patrick sur scène, ça fait vibrer en moi ma fibre panafricaine. Parce que historiquement, c'est prouvé que c'est des esclaves de l'Afrique de l'Ouest, tenez-vous bien, qui ont inventé le blues aux États-Unis et le zouk dans les îles, les Antilles. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire de Franklin Boukaka, que beaucoup ne connaissent pas. Il est un jeune musicien congolais qui a brillamment démontré que dans la gamme musicale, et j'ai oublié la salsa cubaine. Donc, dans la gamme musicale, ces trois genres de musique, le blues, le zouk et la salsa, sont dans la même gamme. Maintenant, c'est seulement une question de... quand vous accélérez un peu le blues, vous tombez sur la salsa, et si vous appuyez beaucoup trop sur les basses, vous tombez dans le zouk. Mais c'est dans la même gamme. Donc, et d'avoir un musicien en Afrique, résident en Afrique, qui fait le zouk, il crée une union avec beaucoup de générations d'Africains. C'est pour ça que quand je le vois, je l'admire beaucoup. Merci. Merci également rappeler que le week-end dernier, c'était notre artiste Charles Ozo qui était sur scène avec un répertoire vraiment du terroir que je vous laisse découvrir quand vous irez vous procurer les derniers albums aussi bien de Charles Ozo. C'était une belle soirée. Toto Patrick, que de surtout je te veux. À défaut de sponsoring, c'est notre façon de les soutenir et ne pas oublier que l'acte le plus complet que nous puissions poser sur terre, c'est de construire. Et si nous-mêmes nous ne pouvons pas construire, soutenons ceux qui construisent à la construction. À construire. Exactement. Alors, Joseph, il y a un auditeur, une auditrice qui voudrait savoir que devient depuis Victoire Biakou après sa victoire, après son triomphe à l'émission The Voice. Oui, c'est une bonne curiosité de la part de cet auditeur-là, ou de cette auditrice, bien sûr. En fait, nous ne sommes pas allés au comité d'organisation de Voice, donc ce serait un tout petit peu difficile pour nous de répondre à cette question, mais ce que nous savons, c'est que le comité 228 Factor est en tout cas en de bonnes liaisons, en de bonnes relations avec l'artiste en question, Victoire Biakou. Donc, elle est au pays actuellement? Je ne saurais le dire, mais vous savez, The Voice Afrique francophone, c'est tout un programme, c'est tout un projet qui prend du temps. Donc, Victoire serait forcément en train de faire des réalisations à ce niveau-là. Merci. Eh bien, nous lançons un SOS tout fraternel. Si quelqu'un a des nouvelles de Victoire Biakou, merci de nous en informer pour que nous situions l'opinion. Merci Toto Patrick. Au samedi, pour vous découvrir. Oui, samedi à partir de 20h à l'Institut français du Togo. Je rappelle que c'est un concert live avec des musiciens. Et je profite de cette occasion pour remercier Canal FM, Institut français, tous ces médias-là. Je viens de découvrir dans le journal L'Union. Je vois, on a parlé sur moi, c'est touchant, ça me touche. Je profite également de l'occasion pour remercier tous ces médias-là qui me soutiennent, qui n'arrêtent pas de me soutenir, même si je ne les approche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, merci également à tous mes partenaires, tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, financièrement et moralement. Merci Toto Patrick. Vous m'avez invité. Bien, soyez prêts à nous accueillir parce que le samedi, j'irai à Hauteuil. Je vous ramènerai tout mon clan de Hauteuil. Joseph est témoin. Primus est témoin. J'espère que vous aurez suffisamment de place à l'Institut français pour accueillir toute la communauté de Hauteuil. Ramène-moi surtout la farine, Gali.
Non, là, nous irons chercher ça. Merci. Dans la bonne humeur, donc, oui, réalité sociopolitique. Joseph Mbouké et Primus Guénou, nous en parlons depuis le 31 juillet, lorsque les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO s'étaient réunis chez nous ici à Lomé, dans le cadre de leur 53e sommet, et qu'ils nous ont signifié à nous autres Togolais une feuille de route pour notre sortie de crise. La date qui crée le plus d'événements, c'est le 20 décembre. C'est ce jour-là que nous devrions aller aux urnes pour nous choisir les députés devant siéger dans la prochaine législature. Et nous sommes aujourd'hui 20 novembre. Les élections devront se tenir dans un mois. Nous allons faire le point. Alors, commençons par le premier sous-chapitre de cela. C'est hier, 19 novembre, que la CENI clôturait l'enregistrement des dossiers de candidature pour les élections législatives du 20 décembre. Ce matin, curieusement, je n'ai pas vu un seul titre dans nos journaux sur le dépôt des candidatures. Mais est-ce que vous avez des indiscrétions? S'il y a des partis qui sont signalés auprès de la CENI, combien de partis? Ou bien, est-ce que vous en savez quelque chose? Joseph Mbouké. Oui, merci beaucoup. C'est une question un tout petit peu difficile dans la mesure où les choses se font maintenant dans l'obscurité. Les choses se font dans la discrétion. C'est lorsque la CENI va pouvoir finaliser la liste de ces personnes qui auraient déposé leur candidature que nous saurions véritablement les partis qui ont pu déposer leur candidature dans le délai. Mais si nous voyons la situation, on peut déjà dire qu'il y a certains partis qui visiblement n'ont pas pu déposer leur candidature, puisque ces partis ont toujours prôné depuis le début des recensements. Je veux parler là des partis de certains partis membres de la coalition. Et donc ces partis n'ont pas pu en tout cas se faire enregistrer au niveau des bureaux de vote et pour avoir leur carte là. Bureau de recensement. Les bureaux de recensement, merci beaucoup. Pour avoir leur carte qui doit être jointe au dossier de dépôt. Donc, je peux déjà dire qu'à ce niveau, ces partis, a priori, n'ont pas pu déposer leur dossier. Mais je peux dire par certaines informations que nous avions qu'il y a des partis comme l'Union pour la République qui ont déposé évidemment des dossiers pour les élections octobre, 20 décembre. Le 20 décembre, merci beaucoup. Et puis, des partis se sont prononcés, et je peux donner le nom du net de M. Djiritama, qui a déjà publié certaines de leurs listes, certains candidats de leur liste sur les réseaux sociaux. Donc, on peut déjà toucher du doigt quelques partis qui auraient pu déposer leur dossier. Il reste à confirmer par la CENI que tel ou tel parti ait pu déposer son dossier. Je disais tantôt que, à ma connaissance du moins, la CENI n'a pas rendu public la liste des candidatures qu'elle a enregistrées. Bizarrement, aucun journal non plus, du moins ceux que j'ai ici à ma possession, n'en parle. Primus, on ne peut aller qu'à des suppositions. Oui. Est-ce que vous avez des indiscrétions? S'il y a des partis, combien auraient déposé leur dossier? La chaîne politique se divise en deux. Le côté du pouvoir et ceux qui vont s'allier derrière eux, et la C14, ceux qui seront sympathisants. Même si on ne le dit pas, à coup sûr, UNIR a dû mobiliser ses troupes pour déposer les candidatures. On en a eu un peu vent. Bon, les partis qui se font appeler aussi centristes vont suivre le mouvement de soutien à UNIR. Et la C14 et ses acolytes sont dans la protestation. Et d'ailleurs, on les a royalement éliminés dans
Ils voulaient dans un premier temps faire partie de la CENI. La CENI a mis du temps, ou bien l'Assemblée a mis du temps pour les désigner. Et quand on a fini de les désigner, le recensement était terminé. Donc, ce que la feuille de route de la CEDEAO a prévu n'a pas pu se faire à ce niveau. Parce qu'on nous avait dit que le recensement se ferait avec une CENI recomposée. On a bien sûr désigné les membres de la coalition des 14, mais ils n'ont pas pu siéger à la CENI. Dans un premier temps, on a mis du temps à les désigner. Et dans un deuxième temps, c'est eux-mêmes qui ont refusé d'aller prêter serment à la Cour constitutionnelle, qui devrait aussi être recomposée. Donc, à voir comment les choses se dessinent, UNIR fonce droit vers le but, en délaissant la C14 et ses sympathisants derrière. Donc, dans les jours à venir, c'est la position aussi qu'adopteront les journaux. Ceux qui sont pour la C14 vont tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Ceux qui sont pour UNIR vont tirer à boulet rouge sur la C14. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Pour moi, juste rappeler que la CENI avait ouvert le dépôt des candidatures. C'était le jeudi 8 ou bien 9 novembre. Les dépôts auraient dû être clôturés le 14 novembre. Mais la CENI a prolongé le dépôt des dossiers jusqu'à hier, 19 novembre. N'avons pas encore de données officiellement fiables. Donc on s'en tient là dans les jours à venir. Demain, pourquoi pas, quand nous aurons une information de la CENI, ou bien des partis politiques, ou bien des articles de journaux, nous y reviendrons. Mais juste rappeler que, selon la disposition du code électoral, les dossiers déposés devant la CENI devront être transmis à la Cour constitutionnelle qui devra statuer et arrêter les dossiers définitivement retenus pour les élections. Et dans environ 2 semaines, ce sera l'ouverture des campagnes électorales. Joseph Mbouke, nous en parlerons le moment venu avec des faits concrets. Oui, évidemment. Pour le moment, on n'aura qu'à supposer des choses, puisque on ne sait pas encore ce qui seront ces candidats-là qui iront faire campagne. On ne sait pas encore, puisqu'on ne connaît pas les candidats, donc on ne connaît pas la liste, on ne connaît pas les partis. Donc ça va être un peu difficile. Mais il faut dire déjà aussi que c'est vrai, dans 2 semaines, il va y avoir la campagne, l'ouverture de la campagne électorale, si élection il y aura. Mais il faut dire déjà que sur le terrain, certains acteurs sont déjà là, présents depuis des mois, et qui font un travail de fourmi, qui vont de maison en maison, qui rassemblent des gens, leur parlent, et qui aussi font des festivals de football et tout ça là pour pouvoir déblayer le terrain. Donc il faut dire que la campagne, ça a commencé pour certaines personnes. C'est la pré-campagne dans ce cas-là. Oui, c'est de la pré-campagne évidemment, mais disons plutôt, c'est de la pré-campagne, mais c'est de la campagne également parce que c'est en ce moment-là même que vous savez, on a toujours vu ça. On fait le travail de fond. Et puis après, on annonce que voilà, c'est à partir d'aujourd'hui que les choses vont se faire, et puis on fait un petit campagne. Alors, Primous, il y a une auditeur, auditrice qui voudrait savoir, comme le Togo est en crise, et c'est pour ça que la CEDEAO s'est portée à notre chevet pour nous aider à sortir de crise, est-ce qu'on peut sortir de cette crise-là si jamais les 14 membres de la coalition, ou du moins les partis les plus représentatifs de cette coalition, ne participent pas aux élections à venir? C'est une inquiétude d'un auditeur ou d'une auditrice. Vous avez pour lui une réponse? Non, notre sortie de crise est difficile. En ceci que personne n'a respecté la feuille de route. Alors, le seul point qu'on a appris dans la feuille de route, c'est la date du 20 décembre. Quand vous dites personne, puisqu'il y a les acteurs majeurs, la majorité unie, la coalition et la CEDEAO qui joue la facilitation. Quand vous dites que personne n'a respecté la feuille de route, est-ce que vous pensez à ces 3 entités? Oui. La facilitation a proposé la feuille de route. Après avoir écouté les protagonistes, on nous a proposé ensuite, comme sortie de crise, une feuille de route qui disait qu'on ira aux élections législatives avec une CENI recomposée. Ça, on ne l'a pas vu. Le recensement n'a pas été fait avec la CENI recomposée.
Maintenant, après, et la C14 reprend la rue, après avoir été à Conakry, discuter avec une partie de la facilitation, et elle reprend la rue, elle ne siège pas à la CENI, parce qu'elle a refusé d'aller prêter serment, et le recensement qui a été fait, c'est sans la CENI recomposée, l'appel au dépôt de candidature a été bel et bien fait. Donc, les choses avancent sous prétexte de la feuille de route qu'on ne met pas en exécution. Bon, les réformes constitutionnelles que l'expert devait nous proposer, on n'en connaît pas le contenu. En fait, tu as lu un communiqué la dernière fois, mais je ne sais pas ce qu'il disait. Nous allons d'ailleurs revenir sur ce communiqué que la CENI, plutôt que la CEDEAO, a rendu public le 18 novembre dernier. Si vous le permettez, on va d'ailleurs justement enchaîner sur ce point-là. Eh bien, l'un des points également de la feuille de route, c'est également que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se fassent de préférence à l'Assemblée nationale ou, à défaut de cela, par voie référendaire. Et justement, hier, nous étions en pleine émission quand une source autorisée nous a envoyé ce communiqué que la CEDEAO a sorti le 18 novembre et qui porte d'ailleurs sur les conclusions que l'expert en droit constitutionnel a déposées. Et aujourd'hui, fortuitement, deux journaux s'y intéressent eux aussi. Liberté, qui déjà en fin de semaine dernière avait rendu public un document présenté comme le rapport de l'expert de la CEDEAO. Liberté revient aujourd'hui écrit que la commission de la CEDEAO recadre le régime Faure Gnassingbé. Pour sa part, l'Union pour la patrie lui écrit Togo Matin lui écrit à la page 3, crise politique togolaise, la coalition de... Non, plutôt, je me perds un peu dans mes papiers. Togo Matin qui écrit donc que la commission de la CEDEAO approuve le travail de son expert constitutionnel. C'est ce que nous écrit Togo Matin, que la commission de la CEDEAO approuve le travail de son expert en droit constitutionnel. Et je reviens donc à ce communiqué que nous reproduit aujourd'hui Liberté. Il s'agit du communiqué de la CEDEAO daté du 18 novembre. Voici un extrait. Le communiqué dit: ainsi, en application de ces dispositions précitées, des observateurs électoraux, des experts électoraux et des auditeurs, ainsi qu'un expert constitutionnaliste ont été recrutés par la CEDEAO. Plus loin, le communiqué dit que l'expert constitutionnaliste a préparé un rapport et l'a soumis à la commission. Celle-ci a trouvé le rapport en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet 2018 et avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet, ce rapport qui seul fait foi a été transmis par la commission aux deux facilitateurs et aux acteurs togolais. Voilà un extrait du communiqué de la CEDEAO. Et Joseph Mbouke, nous savons que depuis la semaine dernière, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi portant réforme constitutionnelle et institutionnelle, ce projet de loi que vous avez sans doute parcouru. Maintenant, la CEDEAO dit que c'est le travail de l'expert seul qui fait foi. Donc, comment envisagez-vous, comment voyez-vous le travail à l'Assemblée lorsque les députés seront convoqués pour débattre des réformes constitutionnelles et institutionnelles? C'est toujours ambigu la situation au Togo. Je me dis que
la CEDEAO, on va attendre ce que l'expert a fait. On l'a déjà. Oui, mais on l'a pas encore. On ne connaît pas encore le contenu. Disons que vous. Sinon, la CEDEAO dit que le rapport de l'expert est remis aux deux parties en présence, c'est-à-dire la coalition et la majorité unie, ainsi qu'aux facilitateurs. Exactement. Et la CEDEAO dit que c'est seul le rapport de l'expert constitutionnel qui fait foi en matière de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et il faut que nous, peuple, nous connaissions le contenu de ce rapport-là, parce que en fait c'est pour le Togo, c'est pour le peuple on veut faire des réformes. Donc nous aurions en tout cas dans les jours à venir le contenu pour savoir réellement qu'est-ce qui a été dit par l'expert sur le mode de scrutin. On parle de mode de scrutin à 2 tours. Qu'est-ce qui a été dit réellement sur ça? Qu'est-ce qui a été dit sur la limitation des mandats à 2 et du président de la République? Et puis, qu'est-ce qui a été dit sur la recomposition de la Cour constitutionnelle? Donc, je pense que c'est ça qui va arriver. On va voir ce qui se trouve dedans. Mais par rapport à ce que le gouvernement a déjà envoyé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas quelle va être la procédure, mais je suis en train de voir là un pouvoir qui est un peu précipité et qui veut accomplir les choses, parce qu'on a donné peut-être la date du 20 comme étant une date indicative qui est interprétée comme une date butoir ou une date fétiche qu'on ne devait pas outpasser. Donc, je vois le pouvoir assez pressé à tout faire pour pouvoir arriver à cette date-là. Et ce qui fait que voilà, la CEDEAO revient avec une autre proposition qui serait la proposition qui, lorsque le moment va arriver, va remplacer celle qui est sur la table de l'Assemblée nationale maintenant. Donc c'est ce qui me fait... Le jeu politique même togolais, on se demande exactement à quoi on veut arriver. On vient de parler tout à l'heure du bon sens dans l'une de nos citations du début. Le bon sens veut que les choses aillent dans les normes, que les choses aillent en tout cas de la manière dont tout le monde sentirait ça bien. Voilà le pouvoir qui a fait sortir, qui a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de loi, et la CEDEAO qui joue le rôle de la facilitation dit que attention, il y a un nouveau projet, et c'est ce projet-là qu'il faut celle qui fait foi. J'insiste sur cet extrait du communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO a dit même que ce projet est établi conformément à ce qui se fait dans la sous-région. Donc on a vu dans l'aspect de ce qui se fait ailleurs dans les pays de la CEDEAO, et on a aligné notre projet aussi sur ça. Vous voyez, donc c'est un peu difficile de comprendre ce que les acteurs politiques actuellement veulent faire dans ce pays. Merci. Je rappelle que la CEDEAO dit que le rapport de l'expert constitutionnaliste est en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet et avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce rapport de l'expert constitutionnel, je ne sais pas, vous ne l'avez pas. Okay, moi, je l'ai en version... C'est un document de 15 pages. Je peux vous le transférer. Je rappelle que il y a la semaine dernière, les confrères Liberté et Alternative avaient publié dans leur colonne, notamment le vendredi, un document présenté comme le rapport de l'expert. Maintenant, nous avons de sources autorisées, de près même de la CEDEAO, le rapport de l'expert. C'est un rapport de 15 pages dans le format A4. Seulement, il serait bien sûr, c'est un document qui circule et que la presse privée publie ou bien publierait, mais il serait bien que par les canaux officiels, notamment par les médias publics, Togo Presse par exemple, on publie le rapport de l'expert pour qu'il soit suffisamment divulgué, que tous les Togolais sachent
à quelle sauce ils seront mangés en matière de réforme. Je reviens encore au communiqué de la CEDEAO pour dire que ce qui a été donné à l'expert constitutionnaliste, c'est de proposer des réformes constitutionnelles qui prennent en compte le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. Et voilà ce qui a été signifié à l'expert constitutionnaliste et sur la base desquels il a produit son rapport que je peux vous envoyer à tous ceux qui le souhaiteraient. Primus, je reviens à ma question. Voilà, le gouvernement a déjà envoyé à l'Assemblée un projet de loi que nous avons tous lu et dont nous connaissons le terme. Maintenant, il y a le rapport de la CEDEAO qui devrait s'imposer à toutes les parties. Comment voyez-vous les députés travailler quand ils seront convoqués pour plancher justement sur cette question de réforme? Non, les députés n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils seraient obligés d'appliquer ce que la CEDEAO, l'expert de la CEDEAO leur propose. Alors maintenant, est-ce que le gouvernement, dans son projet de loi, a pris ça en compte pour l'envoyer à l'Assemblée et aux députés pour qu'ils décident là-dessus? Parce que ici, au fond, nous sommes en train de jouer, de faire comme si nous avons la totalité de notre souveraineté, alors que ce n'est plus le cas. Parce que ce qui doit se passer doit être en conformité à ce que souhaiterait la CEDEAO aussi. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, d'un côté, le forcing, en principe, les deux partis doivent travailler à ça, aussi bien la C14 que le pouvoir, ou le parti au pouvoir. Mais ce n'est pas dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. De toute façon, à l'Assemblée, la C14 est en minorité. Donc, c'est le parti au pouvoir et ses députés qui feront passer la loi. Maintenant, est-ce que les textes envoyés est conforme à ce projet de loi qui seul fait foi, comme dit la CEDEAO? Et de deux, le Togo Presse ne nous aide pas avec l'information, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce communiqué dont tu as le texte de 15 pages devrait déjà être publié dans Togo Presse. Donc nous sommes toujours dans le doute, puisque les canaux officiels de vulgarisation de l'information, et nous avons tous droit à être informés, ne se mettent pas encore en marche. Mais autre problème, autre point qui pourrait se révéler difficulté. Je rappelle que nous sommes à 1 mois de l'élection législative dont la date est fixée au 20 décembre. Et en principe, dans 2 semaines, la campagne électorale devrait s'ouvrir. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que les députés ont la tête suffisamment sereine sur les épaules pour aller débattre de réformes constitutionnelles et institutionnelles pendant que le pays risque d'être dans la fièvre de la campagne électorale? Primus. Oui, la situation n'est pas normale. Parce qu'un député en campagne ne siège pas à l'Assemblée, en principe. Parce que s'ils sont en campagne, c'est que le mandat à l'Assemblée est fini, puisqu'ils ont remis le mandat en jeu. S'il est en campagne, c'est qu'il est en train de demander au peuple de le réélire. Et la situation n'est pas très claire, parce que bon, maintenant, malgré ça, le député est payé par l'argent du contribuable. Et s'il doit décider, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, en principe, on doit faire appel à l'intérêt supérieur de la nation pour qu'il aille siéger et prendre des décisions pour l'intérêt de la nation. Et non pas... Donc, en principe, on doit surseoir à la campagne et leur permettre de prendre leurs décisions d'abord. Je vous rappelle que le gouvernement a déjà pris des décrets nous convoquant aux élections législatives le 20 décembre, fixant également l'ouverture, la clôture des campagnes électorales, tout ça là. Quelqu'un qui est en campagne n'a plus de mandat actif, logiquement, puisqu'il est en train de demander le renouvellement de son mandat. En même temps, il ne peut pas l'exercer encore à l'Assemblée. Si nous voulons suivre la logique normale, si je suis en campagne pour ma réélection,
c'est que je suis arrivé au terme de mon mandat. Et en même temps, on ne peut pas me faire appel pour l'exercice de ce même mandat. Joseph Mbouke, il y a un autre auditeur qui nous rappelle qu'il y a une bataille juridique qui fait rage au Gabon quand la Cour constitutionnelle s'est permis le droit de modifier unilatéralement un article de la Constitution de ce pays, le Gabon. Et pour revenir ici, auditeur veut savoir, est-ce qu'une assemblée dont le mandat a échu et qui ne devrait évacuer que les affaires courantes a le droit légitime de changer la Constitution du pays? Voilà une autre question que pose l'auditrice ou l'auditeur. Ah oui, ça c'est une bonne question que les juristes, les constitutionnalistes auront beaucoup de plaisir à répondre à cette auditrice ou à cet auditeur-là. Ce que nous on peut dire à ce niveau, c'est que, en fait, il est vrai que l'Assemblée nationale togolaise, les députés qui y siègent, leur mandat est arrivé à terme depuis juillet-août. Hein? Oui, depuis. Ils avaient été élus en juillet 2013. En principe, plus tard en fin juillet, je n'ai pas les références exactes, mais enfin, leur mandat est déjà arrivé à terme. À terme depuis, donc ils ont juste, on leur a accordé une prolongation. Et je crois que durant cette période de prolongation, il y a des tâches ou des pouvoirs qui leur ont été donnés. Donc ces tâches-là, je pense, si dans la situation exceptionnelle du Togo dans laquelle nous sommes, si il leur avait été accordé, je ne sais pas, par la Cour constitutionnelle même, le pouvoir de pouvoir encore travailler sur ce genre de questions, alors là, c'est possible. Mais dans le juste droit, il ne devrait pas toucher à la Constitution, il ne devrait pas voter une loi qui va changer la Constitution du pays alors que leur mandat n'est plus un mandat, entre guillemets, sérieux. Merci, mais de rappeler que c'est une question qui de haute portée juridique. Nous renvoyons plutôt la question à ceux de nos amis auditeurs qui sont des sommités en matière de droit constitutionnel, qui devront nous situer si les députés dont le terme a échu sont encore légitimement fondés pour opérer des réformes constitutionnelles. Non, le problème en Afrique, le fonctionnement de l'État sur la base des tests est toujours problématique. Parce que les tests sont conçus de façon à satisfaire le gouvernant en place. C'est ça qui fausse les choses. Parce que dans les pays développés, ces choses-là sont réglées. Quand les mandats arrivent à terme, quelles sont les institutions qui fonctionnent et qui maintiennent l'État en fonction? Jusqu'à ce que les élus, puisque les élus ont toujours des mandats, comment tu appelles ça, limités, qu'il faut renouveler. Il y a les institutions de l'État qui prennent les fonctionnements de l'État, de l'appareil de l'État en place. Vous avez des juristes fonctionnaires qui comblent ce vide que nous n'avons pas. Chaque fois qu'on propose un texte, c'est pour plaire à celui qui gouverne. Par exemple, le vide qui est créé par la maladie de Ali Bongo. Ce n'est pas parce qu'il est sur le lit de malade qu'il faut aller encore retoucher à la Constitution. Ça, c'est des choses... Puisqu'on dit que la continuité de l'État, c'est ça. C'est qui doit rendre le pouvoir impersonnel. C'est ça. Ce n'est pas lié à Sass Gaou, ni à Primus Guéni, ni à Joseph Mbouke. Mais toute personne qui sera là a ça. Donc, en cas de fin de mandat, d'autres institutions prennent la chose en charge jusqu'à ce que les choses soient établies. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'un député en pleine campagne de renouvellement de son mandat électif a encore l'autorité de changer la Constitution? Surtout la sérénité. Oui, la sérénité et la Constitution qui va nous engager depuis plusieurs années. Donc, tu vois, ça fait pas sérieux. Mais en Afrique, on en a l'habitude où chaque fois, on charcute la Constitution, les tests juridiques pour plaire aux gouvernants. Donc, c'est ça qu'il faut. J'avoue que ce sont des questions qui me dépassent moi. Je n'ai pas réponse. C'est pourquoi je renvoie à des sommités en matière de droit constitutionnel, ceux qui ont l'expérience en la matière, de nous situer sur cette question.
Revenons donc à cette date-là, le 20 décembre, nous sommes décidément le 20 novembre aujourd'hui, et nous sommes à un mois de la date indicative ou fixée pour les élections législatives. Alors, deux journaux évoquent la situation qui prévaut dans les deux camps en présence. Commençons par Liberté qui écrit page 3, mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, état des lieux en un mois des élections législatives. Primus, c'est ce que vous avez déjà fait par anticipation. Alors, comme les enseignants disent que la répétition est la meilleure pédagogie, l'état des lieux de la feuille de route de la CEDEAO, alors que nous sommes à un mois de la date indicative du 20 décembre pour les élections législatives. Donc, la feuille de route a été charcutée. On ne l'a pas appliquée comme il fallait l'appliquer. La CENI recomposée n'a pas travaillé. Donc, c'est la CENI de Kojona Katanga qui a fait tout le travail. Même le ministre Bahora avait dit qu'il n'y aura pas de prolongation. Il y a eu prolongation. Tout ça avec la CENI non recomposée. Et puis, d'ailleurs, je comprends un peu la C14 qui a refusé d'aller prêter serment à la Cour constitutionnelle. Parce qu'une fois qu'ils prêtent serment, on peut les mettre devant la fait accomplie, qu'on a déjà fait le recensement et qu'on ne le refera plus. Donc c'est un piège aussi qu'on leur a tendu. Peut-être que... Alors justement, comme nous sommes seulement trois dans ce studio, les auditeurs, auditrices sont très actifs. Quelqu'un voudrait savoir, oui. Comme vous disiez tantôt qu'aucune des parties en présence n'a respecté sa parole en matière de mise en œuvre de la feuille de route, l'auditrice auditeur veut savoir si la CEDEAO a fait ce qu'il fallait faire pour amener et la majorité unie et la coalition, non, justement, à faire respecter la feuille de route. La CEDEAO n'est pas constituée à ce point que quelqu'un au sein de la CEDEAO est autorisé à taper sur la table. Ce n'est pas comme font les États-Unis avec l'Europe. Quand ça ne va pas, c'est toujours les États-Unis qui tapent sur la table et disent ça doit aller dans cette direction. Que ce soit la mauvaise ou la bonne, ils y vont, avec toute la force militaire qu'il faut. La CEDEAO n'a pas ça. Personne au sein de cette communauté n'a le pouvoir de taper sur la table. Et on compose avec la souveraineté des pays. Pour la preuve, nous avons eu la force de dire à la Guinée-Bissau ce qu'il fallait faire. On a même refusé le Premier ministre. Oui. Donc, en principe, le Togo aussi devait être dans le même cas, mais n'oublions pas que le général Nassingwe était père fondateur de la CEDEAO. Donc, et les gens aiment dire à ce niveau-là que les réalités en Guinée-Bissau et au Togo ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire et que les comportements... Non, je vous rappelle juste ce qu'encore un confrère disait ici hier. Ah, okay, et que la CEDEAO ne devrait pas se comporter de la même façon dans les cas bissau-guinéens que togolais. Prenons de la Gambie d'abord, avec Yaya Jammeh. Mais là, la CEDEAO a fait son rôle avec Macky Sall et son armée qui sont partis en Gambie déposer à Namabaro sur le trône présidentiel en demandant à Bouba Jammeh d'aller se reposer en Guinée équatoriale. Mais ici, dans le cas du Togo, on voit que la CEDEAO hésite beaucoup à rentrer dans ce jeu-là, pour dire ou à la C14 le comportement qu'il faut, ou au gouvernement ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, ici nous sommes dans une situation mi-figue, mi-raisin, où le Togo a quand même le devoir de faire ce qu'il veut. Merci encore à vous qui êtes très actifs, qui co-animez cette émission avec nous. Nous évoquions tantôt la fin du mandat de l'Assemblée sortante. Un auditeur nous rafraîchit la mémoire que leur mandat est arrivé à terme depuis le 19 août 2018. Mais quand même, il y a une disposition constitutionnelle qui autorise l'Assemblée à tenir en place jusqu'à ce que les nouveaux députés soient élus. Okay. Pour vous...
Retour dans ce studio avec nos deux confrères Joseph Mbouké et Primus Guénou. Toujours à un mois des élections législatives, quelle est la situation dans les deux camps? Le confrère Togo Matin écrit: crise politique togolaise, la coalition de l'opposition togolaise mise devant le fait accompli. C'est une interrogation. L'article dit que le rapport de force que la coalition a réussi à établir après le 19 août 2017, à un moment donné, donc, est en train de lui échapper. Le pouvoir est en train de prendre le dessus, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan de la diplomatie internationale. Joseph, voilà une réalité. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, la coalition avait le vent en poupe avec ces manifestations qui se déroulaient simultanément dans différentes villes du Togo. Les réseaux sociaux, les médias étaient inondés par les activités de la coalition. Mais aujourd'hui, c'est un constat que on a l'impression, on peut faire le constat que le pouvoir a damé le pion à la coalition en matière de reprise en main du terrain, et avec également les réactions de la communauté internationale qui semble plutôt pencher du côté du pouvoir. Est-ce que vous partagez la même analyse, Joseph Mbouké? Vous savez, les politiciens ont souvent l'habitude de dire que pour mesurer la portée ou la puissance d'un parti politique ou un regroupement de partis politiques, c'est par les élections. Mais quand les élections ne sont pas encore là, c'est par la mobilisation des membres. Et si on prend ce dernier volet, puisque les élections c'est pour le 20, comme on est en train de l'annoncer tantôt, ou depuis un certain temps, bien sûr. Si on prend le dernier volet qui est la mobilisation des populations, je pense que la dernière mobilisation de population dans les rues a été faite par la coalition. Donc, si on doit dire que quelqu'un a damé le pion à l'autre, sur ce plan, je crois que le pouvoir n'a pas encore montré sa force de frappe en termes de mobilisation populaire. Donc, je ne peux pas, en tout cas, adhérer à l'idée qu'il y a eu quelqu'un ou une partie qui prenne le dessus sur l'autre. Donc, je veux aussi aborder ce côté de la chose où le pouvoir en place a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale, et voilà la CEDEAO qui vient dire que non, ce que notre expert a fait, c'est ça seul qui fait foi. Quand on parle de la diplomatie, comme le dit Togo Matin, quand on parle du pouvoir qui serait en train de grandir en termes de diplomatie, vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quand au même moment, ceux avec qui vous êtes en de bon accord, ces personnes-là vous disent que non, ce que vous avez envoyé, il faut le ravaler, il faut le ramener à la maison et prendre maintenant ce que nous, on vous propose. Donc, je crois que il y a une situation, et ce serait quand même trop précipité de dire que tel ou tel parti ou tel prenne du dessus sur l'autre, à mon avis. Primus, est-ce que vous avez également l'impression que le gouvernement a réussi à retourner la situation en sa faveur? Mon Joshua le dit bien qu'un rapport de force a été créé sur le terrain. Lequel? Et comment est-ce que la C14 a monnaie son rapport de force dans les discussions? Moi, je ne le sais pas. Bon, toujours est-il que les démonstrations massives de la C14 n'ont pas plu au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a appelé au dialogue. Après 8 mois, je crois, la C14 reprend la rue. Pour obtenir quoi? Pour le moment, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Chaque fois qu'on me dit que quelqu'un a damé le pignon dans une crise politique, je me vois dans un terrain de lutte et bala, là. alors que on ne fait pas les balles avec des pions quand même. Alors que je suis de Tchévier, je ne sais pas faire la lutte. Donc, mais c'est le schéma qui me vient à la tête. Alors, voilà, où quelqu'un est obligé de terrasser l'autre. Non, c'est pas l'esprit des négociations.
l'esprit des négociations, à moins qu'on ne soit dans la logique de Clausewitz, qui dit que la diplomatie est une continuation du combat militaire. Alors, si c'est Clausewitz qu'on applique ici, oui, dans ce cas, oui. Que le rapport de force qu'on a créé sur le champ militaire, c'est ça qu'on va concrétiser dans les faits par la négociation diplomatique. Merci. Un auditeur autre ou bien auditrice trouve que ni la coalition, encore moins le pouvoir, n'a pris le dessus sur l'autre. Par contre, c'est tout le pays qui est conduit, ou bien que les deux entités mènent tout droit dans une impasse semée d'incertitudes. Voilà le point que nous pouvons faire à un mois de la date indicative ou fixée pour les élections législatives. On a abordé la fin des dépôts de candidature. On a également évoqué la question de le rapport de l'expert constitutionnaliste et la suite du parcours. Venons-en maintenant aux impacts de cette situation sur notre vie quotidienne au jour le jour. Mais Joseph Mbouke, je voudrais que nous allions à la page 15 de votre magazine, Camarades Salut, et là, vous abordez la situation de nos compatriotes qui ont émigré au Gabon, et vous écrivez « Travailler au Gabon, la double pénitence de certains Togolais ». C'est vrai qu'il y a, depuis quelques jours, il y a des images qui circulent abondamment sur les réseaux et supposées porter sur le sort qui est fait à nos compatriotes vivant dans ce pays. Mais revenons à votre article, Joseph. Oui, nous avions évidemment présenté dans ce numéro de Camarades Salut ce reportage sur le départ de nos compatriotes du Togo pour aller travailler au Gabon. Vous savez, le Gabon a été toujours décrit comme ce pays qui est un Eldorado en Afrique centrale, où un pays qui n'a pas assez d'habitants et où tout le monde qui y va peut trouver facilement du travail et du travail bien payé. Donc on a toujours entretenu cette idée sur ce pays, ce qui fait que des gens, des Togolais surtout, il y avait beaucoup de Togolais qui étaient allés là au temps de Bongo, le père, et qui avaient travaillé et qui continuent de travailler, qui ont fait d'ailleurs leur vie au Gabon. Mais ces derniers temps, avec les changements, les mutations, tout ce qu'il y a eu dans le monde entier, aller aujourd'hui en aventure au Gabon n'est pas chose facile. D'abord, pour pouvoir avoir l'autorisation même de travailler, d'aller même dans ce pays, c'est une croix et une bannière pour ceux qui le veulent. Mais aussi, vous savez, il y a aujourd'hui les moyens que les gens utilisent qui sont très difficiles. Donc nous avions vu par exemple des gens qui vont à bateau, des gens qui vont à bateau, d'autres prennent tout simplement des barques, des petites des pirogues de fortune. Ils y vont, ils meurent en mer. Et ceux qui arrivent, même trouver du travail, c'est difficile. C'est-à-dire, vous allez, il y a eu des témoignages, des gens qui sont allés, et la chose se passe comme ce que nous entendons dire à propos de ceux qui vont au niveau de l'Arabie Saoudite et autres là. Donc c'est justement les pratiques que les immigrés qui vont vers ces pays vivent, c'est ces mêmes pratiques qu'on a aujourd'hui avec les Togolais qui vont au Gabon, qui sont peu qualifiés, qui peut-être n'ont aucune qualification et qui veulent faire du travail domestique. Le sort de ces Togolais qui ont immigré de façon clandestine ou pas au Gabon, ce sort ne serait pas très enviable. Pas du tout. Merci. Revenons ici au Togo avec à la page 5. Votre magazine aborde cette fois-ci les impacts de la crise sociopolitique du Togo sur les travailleurs que nous sommes, vous et moi. Oui, cette crise qui a duré, qui a tant duré. Donc, qui dure oui, je crois que ça... Dans le présent. Alors, donc cette crise, la première chose qu'elle nous fait endurer, c'est l'ennui.
D'abord, tous les Togolais aujourd'hui sont ennuyés lorsqu'il s'agit de parler de la crise togolaise. On a tellement écouté des choses, on a tellement vu des images, on a tellement lu des choses sur les réseaux sociaux que nous sommes pour la grande partie de la population dégoûtés. On est pour la grande partie de la population ennuyés. Quand vous ouvrez votre radio, on parle de cette crise-là, ce qui fait que le Togolais n'a plus le sens même de réfléchir business, de réfléchir économie, mais on réfléchit seulement politique. Donc ça, c'est un premier aspect de ce que cette crise qui perdure fait vivre les Togolais. Maintenant, dans le domaine même du business, dans les entreprises, il y a beaucoup de ralentissements qui se font remarquer. Des entreprises, d'ailleurs, au début des manifestations de l'opposition, on a vu des ministres conseillers du président qui ont surgi à un moment donné pour organiser des conférences et donner ce que le Togo perd en termes de revenus, en termes d'entrée, lorsque on fait une manifestation, lorsqu'on fait une marche. Donc, ce qui voudrait dire que même dans le pouvoir, dans le jargon du pouvoir, les gens sont quand même conscients que la crise fait perdre le pays. Mais moi, dans notre magazine, dans notre reportage, on s'est vraiment accentué sur ce que vivent les privés, les entreprises privées. Qu'est-ce qu'ils perdent? Vous savez, c'est depuis le octobre 2017 qu'un opérateur économique devait signer un contrat avec une structure néerlandaise, qui est propriétaire d'une satellite. Et donc, cet opérateur économique n'a pas pu signer le contrat. Tout était prêt pour prendre cette portion-là et vendre de l'Internet. L'opérateur a rempli toutes les conditions. Maintenant, ce qui reste, c'est que les Néerlandais doivent descendre ici à Lomé et venir signer le contrat pour pouvoir lancer les travaux. Et depuis, ils ne disent que la situation fait qu'ils ne viennent pas. Et je vous assure que l'opérateur là, ce qu'il a déboursé dans cette situation, les choses semblent ne pas bouger. Depuis octobre 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 an de cette situation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se vivent auprès des structures que nous avions rencontrées. Donc, vous allez au bord du marché et au bord des routes, vous voyez les bonnes dames, ils ne font plus d'affaires. Même les prostituées, entre-temps aussi, ont commencé par... voilà. Vous les fréquentez ou bien vous êtes allé enquêter auprès d'elles? Oui, non, lesquelles? C'est pour les enquêtes ou bien pour les fréquentations? Il y a une enquête, qui a été effectuée. Non, mais vous savez, le pays est malade. Le pays est malade. Primus, déjà l'année dernière, c'est vrai, Joseph l'évoquait, des voix officielles montaient au créneau pour reprocher à la coalition le fait que leur manifestation portait préjudice à des opérateurs économiques. À un moment, c'était la chambre de commerce même qui avait organisé une rencontre avec de la coalition pour présenter les impacts négatifs de la situation économique de la situation politique sur l'économie. Nous sommes en fin d'année, nous sommes aujourd'hui le 20 décembre, mais quand vous circulez à Lomé, dans les grands centres de marché, on ne sent pas que nous sommes à la veille des fêtes. Cette fois-ci, ce n'est pas tant les manifestations politiques que la peur du lendemain. Non, tu sais, des fois, mes difficultés, c'est... En Allemagne, tu sais ce qu'on dit? Qu'une crise est une opportunité d'affaires, est une chance pour se faire des sous. Et les gens se démangent les méninges pour apporter des solutions. Parce que la solution à la crise, c'est avec ça qu'on va gagner de l'argent. Maintenant, au Togo, il y a une crise et même les hommes d'affaires se plaignent que
La solution à la crise est quoi? C'est la solution à la crise. C'est la solution à la crise qui va générer de l'argent. Mais là, tout le monde est dans la crise sans y apporter de solution. C'est là, les hommes d'affaires jubilent quand il y a une crise. Parce que chacun réfléchit. Si j'apporte cette solution, je gagne quoi? Si j'apporte cette solution, je gagne quoi? Maintenant, on se plaint qu'il y a crise. Elle est la solution, elle est où? Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part des opérateurs économiques pour sortir de la crise ou bien pour transformer cette crise-là en opportunité d'affaires? Mais justement, les 4 parties doivent s'asseoir ensemble. Le gouvernement, la chambre de commerce, ceux qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et sinon, nous leur donnons satisfaction, nous aurons quoi? C'est comme ça qu'on résout une crise. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils les fait marcher dans la rue? Est-ce qu'on peut satisfaire cela en leur donnant quoi? Mais c'est comme ça qu'on résout une crise. Mais on ne se plaint pas tous les jours qu'il y a crise, que les gens sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la rue? Et la meilleure solution, comme ça, c'est on va les tabasser. C'est pas la solution. Merci. On va finir avec deux articles du confrère L'Union pour la Patrie qui portent aussi sur l'économie. Primus Joseph, vous savez que depuis le 15 novembre dernier, les députés à l'Assemblée nationale ont également adopté le décret, c'est ça, ou bien la loi portant privatisation de l'UTB et de la BTCI. Et là-dessus, le confrère Togo Matin écrit, plutôt l'Union pour la Patrie écrit que dans le sens de la privatisation de la BTCI et de l'UTB, la stratégie des départs volontaires sera privilégiée pour les salariés. Mais devrait-on en rire ou en pleurer si on doit privatiser 2 de nos banques et qu'on privilégierait le départ volontaire à la retraite? Est-ce une bonne ou bien une mauvaise nouvelle? Bon, non, c'est pas du tout une bonne chose. Parce que, en fait, je pense que lorsque le gouvernement donnait même le communiqué du Conseil des ministres qui a donné naissance à cette histoire de privatisation de ces 2 banques, le pouvoir a précisé, ou le communiqué, il a été précisé dans le communiqué que les salariés des 2 banques seront laissés comme tels, c'est-à-dire ils vont continuer par travailler, quel que soit le preneur. Leur emploi devrait être sauvegardé. Voilà, donc c'était ce qui a été en fait signifié lors de ce conseil des ministres-là. Donc, si aujourd'hui on opte pour une autre stratégie, je crois que c'est malheureux et ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Et les salariés qui seront ou qui seraient dans cette situation et qui verraient leurs droits leurs droits sociaux quand même bafoués, ils peuvent quand même saisir les juridictions compétentes pour pouvoir rentrer dans leurs droits. Sinon, on a eu la BTD avait été aussi privatisée, mais les salariés de la BTD étaient juste rentrés dans Orabank et puis ils continuent pas à travailler, et ceux qui Merci. Nous allons terminer avec 2 petites nouvelles. C'est Togo Matin qui revient sur une activité qui s'est déroulée la semaine dernière. Il s'agit du projet PIDU. L'article dit que infrastructure et développement urbain, le PIDU, lancé par le gouvernement, c'est par le biais du ministre de l'urbanisme, du cadre de vie, Maître Fiatouo Sessenou. Ce projet PIDU, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, qui devrait arriver à terme en 2023 et qui porte sur l'amélioration de l'accès aux infrastructures urbaines de base dans les villes de Lomé, Kara et Dapaon. Il s'agira aussi de renforcer la capacité institutionnelle des villes de Lomé, Tchévié, Atakpamé, Palimé, Sokoré, Kara et Dapaon en matière de planification et de gestion urbaine. Ça, c'est bien. Sauf que, comme le rappelle l'Union pour la Patrie,
le secteur des marchés publics souffre d'un problème. L'article dit que chaque année, des lignes de dépenses sont prévues au budget de l'État, mais on peine à les consommer. Et plus loin, l'Union relève que des ministères enregistrent un faible niveau de consommation de moins de 15% dans les investissements en 9 mois d'exercice budgétaire. Et plusieurs ministères souvent évoquent les difficultés liées à la procédure de passation des marchés publics. L'article continue par d'autres détails, mais voilà un autre problème que nous évoquons souvent ici et qui revient. On lance des projets, des programmes, mais qui ne sont pas exécutés parce que le Togo a une faible capacité d'absorption de ces marchés, même si on s'accuse par-ci par-là, mais la réalité est têtue. Primus. Non, quelle est la pratique? C'est la pratique des rétrocommissions, c'est ça qui fait les gens. Je te passe le marché, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Certains ne veulent pas et ils n'ont pas le marché. Approcher, c'est beaucoup. Ils n'aiment pas le trésor public. Ou aller faire l'histoire avec le trésor public. Parce que les rétrocommissions font que leur marge de gain est presque disparaît. C'est ça le problème. Hein, il faut dire les problèmes qu'ils sont. Celui qui va vous passer le marché, il vous attend quand vous l'aurez. Merci, c'est fini pour aujourd'hui, chers amis auditeurs. C'est vrai que la situation dans le pays, nous sommes très nombreux à être sur les nerfs. Alors nous avons choisi depuis quelque temps d'adopter une approche holistique. Nous vous présentons les faits, chapitre palier par palier, et nous demandons à nos confrères invités de faire un effort de beaucoup plus de pédagogie que de commentaires enflammés. C'est vous qui êtes les seuls à vous décider au vu de ces articles de journaux et de l'actualité que nous commentons au jour le jour. Aujourd'hui, c'est Joseph Mbouke et Primus Genou, notre aristocrate, qui sont prêtés au jeu. Merci de les avoir écoutés. Maintenant, Joseph, il revient de décerner le carton du jour. Je rappelle que le carton, c'est sur des sujets et des personnalités qui n'ont pas été évoqués ce jour. D'accord. Je voudrais ne pas en tout cas donner de carton, mais c'est une situation qui se vit actuellement à Baie que je voudrais relater. C'est quel quartier précisément? Pénou et puis Pénou derrière Bassadi et autres là. C'est une situation joyeuse en tout cas. Seulement que les populations se plaignent de sa fréquence. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les populations se plaignent qu'il y a un camion ou des camions qui ramassent les ordures, les camions là, qu'il y en a trop dans leur quartier. Oui, qu'il y en a vraiment trop. À chaque 10 minutes, vous voyez passer dans le quartier un camion qui siffle. Alors qu'ils n'ont même pas d'ordures à mettre dans le camion. Donc les gens se plaignent sérieusement. Les gens se plaignent qu'il y a d'autres parties de Lomé qui sont assez sales, où on ne sait pas où jeter les ordures. Donc il faut que ces camions-là se déplacent. On dit qu'il y aurait trop de camions d'ordures. Oui. Alors est-ce que le quartier est par conséquent si propre que ça? Ils disent les ordures qui sont dans leur maison, les ordures qu'ils produisent, le camion passe, ils mettent ça dedans et le camion s'en va avec. Mais vous voyez, dans les maisons, les gens ont tellement ont vidé leur panier, leur corbeille, qu'il n'y a pas de corbeille remplie, mais en tout cas, les camions continuent à circuler et à klaxonner, à les déranger. C'est ce qui les énerve. Bon, quand on vient aujourd'hui à la poste, pour sa politique de proximité, peut-être que ce serait très bon si ça se peut les approcher, les inviter. La poste. Pour que même ils en parlent. Ils passent assez souvent ici. Ah d'accord. Oui, ils font beaucoup de travail de fond. Concrètement, c'est quoi vous mettez en exergue aujourd'hui de la part de la Poste? Actuellement, ils sont en train de faire un coup d'œil aux jeunes qui veulent se lancer dans le e-commerce. Et eux aussi, ils ont des offres de e-commerce pour les gens. Et si on vous demandait de convertir tout ça en carton? Vert. Voilà. À la Poste. À la Poste. Merci beaucoup. Voilà, c'est enregistré. Et moi, je voudrais tout simplement dire merci à vous, auditeurs, qui, au bout des ondes, vous nous avez suivis et vous avez co-animé l'émission avec nous, avec des apports, des compléments d'informations, voire des questions. Merci. C'est comme ça, ensemble, que nous ferons grandir davantage le club de la presse.
si quelqu'un trouve que cette émission manquait un peu d'énergie, eh bien, madame, vous mettez soit du sucre ou bien du sel pour avoir l'énergie que vous auriez souhaité avoir de la part de Primus et de Joseph. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain, mercredi. Ce sera le 21 novembre, si Dieu le veut. Et nous savons déjà que Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.